Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 13. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de presque 2 ans, Ella. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, pleine de rire, d'émotions et d'informations. Alors pour ce 13e épisode, sujet important. La matrescence touche-t-elle seulement les mères qui accouchent ou aussi les mères qui sont les conjointes dans un couple homoparental? Vaste question. Et Fred et Laurine m'ont très gentiment fait confiance pour raconter leur parcours de procréation, mais surtout leur parcours en tant que mère. C'est la première fois que je reçois un couple dans ce podcast. Elles ont une petite fille nommée Mila qui a 1 an et demi et c'est Fred qui l'a portée. À travers cet épisode, vous découvrirez le questionnement de Laurine quant à sa capacité à trouver sa place de mère au sein d'un duo parfois fusionnel entre Fred et Mila. Elles parleront également des relations totalement différentes qu'elles ont avec leur petite fille. Elles racontent comment l'arrivée de ce bébé a bousculé leur équilibre et surtout comment Fred et Laurine, malgré un mariage, n'ont toujours pas la chance de pouvoir être les 2 mamans officielles de Mila. Seul Fred a ce privilège. C'était important pour moi d'évoquer cette question encore trop invisible dans les médias et peut-être encore un peu trop tabou. Parlons avec fierté des différences, des familles qui s'aiment. Love is love, l'amour c'est l'amour et c'est ça qui compte. Très bonne écoute. Merci beaucoup Fred et Laurine de me recevoir, d'avoir accepté mon invitation et surtout de prendre le temps de me répondre. Je sais que c'est pas évident de se libérer et en plus d'être 2. J'espère que ça va. Oui, ça va, bonjour. Bonjour, très bien. Alors, je pose toujours cette question dans le podcast et encore plus à vous 2, je trouve. Est-ce que vous connaissiez le mot la matrescence déjà ? Alors moi, uniquement via ton podcast que j'avais déjà écouté. Et du coup, Laurine, je l'ai un peu initiée en lui faisant écouter. Voilà, on en a parlé un petit peu ces derniers jours. Mais avant ça, non, je connaissais pas du tout. Et moi non plus, pas avant ton podcast en tout cas. Et est-ce que ça vous a évoqué quelque chose ? Ça vous a rappelé quelque chose ? Vous avez une petite fille qui a un peu plus d'1 an et demi, c'est ça ? Ou qui a presque 1 an et demi ? Ouais, 1 an et demi la semaine prochaine. Est-ce que ça vous a évoqué quelque chose en fait ? Est-ce que ce mot, par rapport à l'expérience que vous avez vécue de devenir mère, est-ce que ça vous parle ou pas du tout ? Ça a été une transition facile ? Moi plutôt, mais je pensais pas être la mère que je croyais être avant. Enfin, l'image que j'avais de moi, maman, était complètement différente de ce qu'aujourd'hui je suis et de comment j'envisage la suite en tant que mère. Et voilà, je m'imaginais avec plusieurs enfants par exemple, et aujourd'hui je suis pas sûre. Enfin, ça a complètement modifié le schéma que j'avais et l'image de maman que je pouvais avoir ou que j'avais envie d'avoir ou que j'imaginais. Toi, je sais pas. Bah, moi, c'est un petit peu différent, donc, puisque je suis pas la maman qui a porté Mila. Donc, je pense que mon regard est aussi un peu différent, mais en tout cas, ça a été une grosse transition d'avoir Mila et... T'es devenue maman sans grossesse, quoi. Ouais. Et ça, tu l'as ressenti que c'était différent pour toi ? Oui, bah, dès le départ et surtout à partir du moment où Mila est arrivée. Je pense que ce qui a fait la plus grosse différence aussi, c'est que Fred l'a allaité et l'allaite encore maintenant. Et donc, je pense que ça participe à notre différence.
notamment dans le rapport que Mila peut avoir avec Fred, qui du coup est beaucoup plus fusionnel, on va dire, qu'elle ne peut l'être avec moi. Alors, on va vraiment en parler vachement après dans le podcast, donc ça qui est génial, je trouve ça trop intéressant. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Parce que, évidemment, on le sait, quand on est un couple homoparental, la parentalité, c'est un vrai parcours du combattant. Je crois que avoir lu, vous êtes parti en Espagne, c'est ça? Et comment est-ce que vous avez décidé qui porterait votre enfant? Je crois qu'assez naturellement, enfin, on a su dès le départ que ce serait Fred, en tout cas en premier. Qui le ferait. Je pense qu'elle était plus prête que moi à se lancer dans l'aventure. Ah, moi, je suis prête depuis toujours, je pense. Ouais, voilà. Moi, je sais pas si je le serai un jour, donc voilà. Et après, je pense que aussi en termes de timing, c'était le moment où moi j'étais en train de créer ma société, donc pour ouvrir mon magasin. Et donc voilà, ça aurait pas été possible que je fasse les deux de toute façon, même si j'avais voulu. Enfin, ou alors ça aurait été quand même vraiment beaucoup plus compliqué. Donc voilà, naturellement, on s'est dit que c'était Fred qui le ferait. On s'est pas posé de questions et depuis le début, on sait que c'est moi qui commencerait. Qui commencerait en tout cas. Ouais. Et donc après, vous avez fait le choix de l'Espagne, parce qu'il y a la Belgique aussi, mais vous habitez près de l'Espagne, c'était ça peut-être Ouais, on a choisi l'Espagne parce qu'on est à 2 heures, un peu plus de 2 heures de route de l'Espagne, et voilà, là, on a trouvé une clinique à 3 heures de chez nous, ce qui nous permettait de faire le voyage dans la journée. Voilà, on n'avait pas de critères donneur anonyme, semi-anonyme. Pour nous, anonyme, ça nous allait très bien. Donc, en fait, on a fait vraiment ce choix au plus simple. Et alors, à partir du moment où vous décidez de faire un enfant, ça prend combien de temps avant que toi, tu tombes enceinte, Fred? Déjà, il y a toute la période où j'essaye de convaincre Laurine, donc un peu longue. Où elle commence par être un peu prête. On commence les examens et puis là, elle sent qu'elle est finalement pas tant prête que ça. Ouais. Donc là, on a une période un peu difficile où moi, je suis très très prête, surtout maintenant que les examens ont commencé. Et où c'est un peu compliqué du coup entre nous voilà, de vivre ce moment-là. Et ensuite, je pense, du jour où on a décidé, allez, c'est bon, le prochain cycle, on se lance. Il s'est passé 4 mois entre le moment où Ah non, enfin, il y avait les examens avant. Non, du coup, il y a eu plus d'1 an. On a commencé les examens 1 an avant que je tombe enceinte. D'accord. Mais bon, du coup, entre les examens et ce moment-là, il y a 2-3 mois où Laurine, finalement... J'ai fait un peu machine arrière et où j'ai dit, OK, là, ça va trop vite pour moi, il faut qu'on arrête, je suis pas prête. Et après... on est reparti et on a eu la chance globalement que ça marche quand même assez rapidement puisqu'on a fait seulement 2 essais et donc Fred est tombée enceinte au bout du 2e et ce qui est quand même un parcours très rapide, plutôt rapide par rapport à ce qu'on peut, enfin voilà, les copines qu'on peut avoir, etc. Donc on est chanceuse de ce côté-là. Et toi, Laurine, tu disais que tu as eu un moment où ça allait trop vite. Et est-ce que tu sais pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait que finalement, tu t'es remise dans le projet? Alors, c'est dur là maintenant de se remettre dans tout ce questionnement. Je pense qu'il y avait par rapport à moi, je me questionnais beaucoup sur la place que j'aurais en fait une fois maman. Bah voilà, je suis pas la maman qui va accoucher du bébé, donc comment va être ce bébé vis-à-vis de moi? Est-ce que j'arriverai à être mère? Est-ce que j'arriverai à me sentir mère? Est-ce que je vais arriver à l'aimer comme si c'était, enfin, comme vraiment mon enfant? Donc il y avait toutes ces questions-là, et il y avait aussi, je pense, en termes de l'assumer par rapport à certaines personnes de ma famille, en particulier par rapport à mes grands-parents, où j'arrivais pas à m'imaginer en fait en train de leur dire bon bah voilà, on va avoir un enfant, c'est Fred qui le porte, etc. Enfin, c'était quelque chose d'inconcevable en fait à un moment donné dans ma tête, et ça a participé au fait que voilà, j'ai eu besoin de prendre un peu plus de temps finalement pour réfléchir à tout ça et voir comment j'allais pouvoir leur dire, et puis voilà, pour avancer, continuer mon cheminement sur ces questions-là. Et est-ce que tu as la sensation que si c'est toi qui avais porté le bébé, peut-être ça aurait été plus simple, en tout cas pour toi, l'annoncer dans l'entourage? Tu crois que c'est vraiment cette notion de ne pas avoir porté ta fille?
Un peu, je dirais À moitié ce moitié. moment-là, tu pensais ça. Ouais. Aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, maintenant, c'est dur de se dire ça. Oui, mais à l'époque, Oui. oui, il y avait vraiment le fait d'assumer d'élever un enfant en étant deux mamans, et aussi le fait que ce soit pas moi qui le porte rajoutait effectivement une difficulté, une distance, où je me disais que mes grands-parents ne considéreraient jamais l'enfant comme leurs petits-enfants parce que c'était pas moi qui le portais, qu'ils auraient aucun lien en termes de sang, pareil. Bon, voilà. En tout cas, je suis très rassurée par rapport à tout ça maintenant. Ça me paraît très dérisoire d'en reparler, vu comment ça se passe maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, c'était des choses qui étaient très présentes. Et est-ce que quand du coup Fred a fait le test et a vu que vous alliez avoir un bébé, ça a levé tous vos doutes à vous deux, ou ça en a ajouté? Moi, je pense que ça les a levés. À partir du moment où la machine était lancée. Ouais, ça devenait d'un coup beaucoup plus concret, et moi, j'avais besoin de ça pour vraiment, je crois, m'investir à fond dans le truc. Et tu dis aussi que tu as eu besoin. On a donc fait un premier essai qui s'est révélé négatif, et tu as toujours dit que ce premier essai négatif avait été très bénéfique dans ton cheminement de... Ouais, c'était un peu comme si du coup on avait fait une répétition générale du coup de comment ça allait se passer. Il y a tout ce moment de partir en Espagne, et puis de juste avant en fait le moment où on doit faire les échographies, les injections, etc. C'est quand même un parcours qui est particulier, et du coup là de savoir comment ça allait se passer, d'avoir un peu fait un premier essai comme ça, du coup on était beaucoup plus, en tout cas moi j'étais beaucoup plus sereine pour le deuxième, et plus prête en tout cas. Et plus impatiente, j'imagine, du coup ça déclenche une envie. Oui, ça a clairement déclenché une envie. T'avais envie que le deuxième essai marche, alors que le premier, si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, on recommencerait. Ouais. J'ai plus mal vécu le premier essai négatif que toi, où tu t'es dit, c'est pas grave, la prochaine fois, moi j'étais dans le truc, si ça marche pas, c'est que c'est pas le moment, qu'on n'est pas prête, et c'est pas grave, on recommencera, et la prochaine fois ce sera ok. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, donc c'est chouette. Et Mila est née en janvier 2018, c'est ça? Oui. Et souvent on dit pour certaines femmes que y en a, elles se sentent mères dès la grossesse, d'autres en voyant leur bébé, d'autres il leur faut un peu plus de temps. Comment est-ce que ça s'est caractérisé pour chacune de vous? Alors moi, tout de suite, je crois que je me suis sentie maman. Et tout de suite à l'accouchement ou Tout de suite, pardon, dès que je suis tombée enceinte, et même avant, en fait, avant le test de grossesse, j'étais persuadée que c'était positif de toute façon. Et voilà, je suis arrivée avec mon petit bâtonnet devant Laurine en lui disant regarde, regarde, et il n'y avait pas de barre, et elle me dit non, c'est mort. Et je lui dis non, mais elle va arriver, elle va arriver. Et en effet, elle est apparue quelques secondes plus tard. Et là, moi, déjà, avant ce test-là, je le sentais. Et après, ce qui a tout déclenché, c'est quand on a commencé l'autonomie. Et où là, en fait, j'ai senti cette relation à trois, et je nous ai senti maman toutes les trois, et c'était parti, quoi. À l'accouchement, ça a été juste la rencontre, mais avant, on était déjà trois, en tout cas pour moi. Et maman, encore plus, ouais. Et toi, Laurine? Je dirais que dès la grossesse, dès l'annonce, comme ça devenait concret, je me suis direct sentie impliquée, et j'ai vraiment tenu à m'impliquer dans chaque étape, chaque événement de la grossesse. C'est vrai que la préparation à l'accouchement, donc on avait choisi de faire de l'autonomie. Donc ça met en fait vraiment en relation le conjoint ou la conjointe avec le bébé, en fait. Et du coup, à partir du moment où j'ai pu la sentir bouger, et la sentir répondre à mes mains quand je les posais sur le ventre de Fred, c'était juste dingue. Et voilà, forcément, l'accouchement, ça a été un moment indescriptible. Le pot à pot. Ouais. Quand, cette rencontre, se dire que y a un petit être qu'on attend depuis 9 mois, et que ça y est, enfin,
on sait déjà qu'on l'aime d'un amour inconditionnel et de le voir et de le découvrir, c'est un truc incroyable. Vous avez trouvé des gens dans votre entourage qui avaient vécu la même chose que vous? Parce que je pense à ça, on a beaucoup de livres aujourd'hui sur la grossesse, la maternité, pour expliquer aux femmes comment elles deviennent mères, ce qui se passe dans leur corps, mais il y a très peu pour les pères et encore moins pour les conjointes ou conjoints s'il y a la GPA. Comment est-ce que vous avez trouvé des informations? Qu'est-ce que vous avez fait comme chemin pour ça? Fred a beaucoup été sur des forums, des groupes de discussion de familles homoparentales. Donc c'est vrai que c'est elle qui a vraiment géré et s'est renseignée beaucoup là-dessus, surtout le processus, que ce soit de la conception même jusqu'après. Pour l'adoption, pour tout ça. Moi, je suis restée vraiment beaucoup plus éloignée de tout ça. Fred m'en parlait un petit peu, mais globalement, ouais, c'est Fred qui a géré cette partie-là. Et tu as trouvé des réponses à tes questions? Ou finalement, l'expérience que vous avez vécue n'a rien à voir avec ce que tu imaginais? En fait, c'est... De toute façon, j'ai l'impression qu'on en entend quand même beaucoup parler de la grossesse, etc. Et on a beau se dire que c'est un truc de fou. Tant qu'on le vit pas, ça ressemble en fait. Tant qu'on le vit pas, on peut pas se rendre compte de l'impact que ça a. Et c'est à la fois génial et au-delà de ça. Et en même temps, c'est pas évident non plus. Il y a de se découvrir à trois. Il y a comment est-ce qu'on apprend à vivre toutes les trois, à se découvrir, la relation entre Fred et moi qui forcément n'est plus la même parce que maintenant il y a Mila au milieu et ça c'est un chamboulement, un bouleversement qu'on a beau se préparer tant qu'on ne vit pas, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et dans le positif et aussi dans le négatif, les prises de tête, la fatigue aussi et les joies de la parentalité des nouveaux parents. Qui pour le coup je pense c'est est semblable en fait entre les couples hétéros ou homo avec peut-être la différence en tout cas pour ma part de juste trouver cette place là, d'être une deuxième maman mais de pas être la maman qui a fait naître Mila et des fois j'étais un peu dans un mode quelle est ma place, voilà. Et ça, vous en aviez discuté avant d'avoir Mila, pendant la grossesse. Je pense par exemple, comment est-ce qu'elle vous appelle, comment vous partagez les rôles, tout ça. Vous aviez un peu évoqué ce que tous les couples devraient en fait parler, parce que ça change d'être parents, évidemment. Oui. Oui, on en avait beaucoup parlé. On était très, très sûrs de nous sur la façon dont on voulait qu'elle nous appelle, en se disant quand même qu'elle aurait sûrement son mot à dire. Mm-hmm. Laurine ne tenait absolument pas à ce qu'on se fasse appeler toutes les deux mamans. Elle voulait vraiment qu'il y ait qu'elle puisse différencier l'une et l'autre. On avait mis toute la famille au clair là-dessus. Alors eux, ils sont bien au point. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle s'est rendue compte que c'était assez chouette de se faire appeler maman. Et aujourd'hui, c'est moins évident. Donc, elle a toujours... Il y a maman. On avait choisi Malo, du coup, pour maman Laurine. Donc, la famille continue à dire Malo. Nous, c'est moins... Voilà. On dit plus facilement. Va voir maman. Pour les deux. Voilà. Et parce que là, elle va commencer à parler, j'imagine. Elle développe le langage. Donc... Et elle dit quoi instinctivement? Je pense qu'elle dit maman instinctivement. Quand on lui dit elle est où Malo ou quoi, elle sait très bien que c'est de moi qu'on parle. Mais je pense que naturellement, quand elle m'appelle, quand je m'en vais ou quoi, elle dit maman plutôt. Ouais. Et ça a vraiment évolué entre avant la naissance et le après, où finalement on se rend compte que tout ce qu'on s'est dit avant, ça peut voler en éclats face à ce qui se passe et face à ce petit bout de chair qui a son propre caractère et qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais. On verra aussi elle ce qu'elle va décider là. Oui. Ça se trouve, elle va se mettre à dire Malo tout le temps, elle va peut-être l'oublier, on va s'adapter à elle. Mais c'est bien, c'est chouette que vous racontez, c'est ce qu'on se dit tous en tant que parents. Avant, j'avais des principes et puis après, je suis devenue parent. On a tous des idées préconçues sur comment les choses vont se dérouler. Mais c'est vrai que j'imagine, et c'est pour ça que ça m'intéressait votre témoignage, c'est que
Oui, on en parle de plus en plus parce que il y a eu le mariage pour tous et que donc forcément on a parlé de la famille dans sa globalité, mais quand même ça reste minoritaire les exemples de couples homoparentaux, ou en tout cas dans les médias ou c'est moins représenté. Donc moi je sais qu'enceinte j'ai cherché tout ce que je pouvais qui pouvait m'aider à essayer de me faire une vision. Donc quand il y a cet obstacle où il y en a moins, ça doit être beaucoup plus de surprises et de difficultés qu'on n'a peut-être pas anticipées parce qu'on a eu moins d'informations ou vraiment je me trompe et c'était beaucoup plus fluide que ce que j'imagine. Bah, c'est sûr qu'on en entend moins parler. Après, quand justement on creuse un peu, il y a maintenant avec Facebook, avec des forums, des choses comme ça, des moyens quand même de se renseigner et de retrouver des gens quand même dans notre situation. Et je pense que, en tout cas, Fred, t'as rencontré et t'as noué des liens avec plusieurs familles dans le même cas que nous, et ça a été précieux. Il y a un peu une entraide du coup par rapport à tout le parcours qui est pas évident, avec beaucoup d'échecs, etc. Donc il y a un peu une oui, et puis une entraide sur tout le parcours avant, après, sur ce qu'il faut faire, pas faire pour anticiper la suite. Faire par exemple déclarer Laurine, faire que ce soit Laurine qui déclare Mila à la mairie, et surtout pas faire ça par un officier d'état civil pour que Laurine apparaisse sur son acte de naissance. Pour montrer que j'étais là en fait dès le départ, parce que là encore à l'heure actuelle, moi je n'ai aucun droit sur Mila. Aucun droit sur Mila. Enfin, je représente rien légalement pour elle puisque il faut pour ça que je l'adopte. Et enfin il a fallu qu'on se marie, donc on a fait ça assez récemment. J'ai la sensation que maintenant qu'il y a le mariage pour tous, souvent les couples d'abord se marient pour ensuite pouvoir être sûr que légalement vous avez fait l'inverse. C'était un choix. Pourquoi est-ce que vous êtes mariés après? On n'avait pas très envie de se marier. Pour nous, ça signifiait pas grand-chose. Mila était encore plus fort, par exemple, l'engagement du mariage pour nous, c'était pas un engagement qui nous intéressait vraiment. Voilà. On n'avait pas spécialement envie d'être au centre d'une journée avec tous nos proches autour. Enfin, on n'est pas très démonstratif ou quoi. Enfin, je sais pas, on avait un peu par réserve et timidité, pas forcément envie de faire ça. Et du coup, on s'est quand même renseigné sur le fait de se marier après la naissance de Mila, si ça changerait quelque chose ou pas. Donc, c'est là qu'on a vu que non, la procédure d'adoption demande à ce qu'on soit marié, mais elle demande pas de délai de mariage. Faut être marié depuis plus de 5 ans pour adopter l'enfant du conjoint. Ça, pas du tout. Donc, on s'est dit, on laisse Mila arriver et on se marie à sa naissance. Et on a mis 18 mois à se décider. Et à se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire, quel type de mariage, qui on invitait. Voilà, c'était un peu un sujet qui nous intéressait pas trop et qui créait pas mal de discorde entre nous. On était obligés. Et on est contente de l'avoir fait. Et finalement, on est contente de l'avoir fait. On revivrait quand même bien cette journée. Ça valait le coup, c'est ça? Ça valait le coup, ouais, c'était bien. Ouais. Oui, non, voilà, maintenant, la suite, c'est... moi, je dois aller chez le notaire faire un consentement à l'adoption, dire que je suis d'accord pour partager l'autorité parentale avec Laurine, et monter un dossier au tribunal de grande instance pour demander à ce que Laurine adopte Mila. Ça a l'air d'être devenu maintenant en fait une formalité, en tout cas au tribunal duquel on dépend, qu'on a eu au téléphone. Enfin, ils nous ont dit que c'était quelque chose qui se faisait simplement et facilement, couramment, et donc voilà, on est assez rassurés sur l'issue en fait, en fonction des juges, est plus ou moins facile à obtenir a priori. Enfin, il y a un peu des différences encore entre les départements, les régions, etc. En fonction du juge qui statue ou pas sur le dossier, les réponses peuvent être différentes, peuvent demander une enquête supplémentaire pour vérifier que la deuxième maman était bien là dès le départ, etc. S'en occupe bien. Donc il peut y avoir enquête. Demande de témoignages des voisins, de la famille, des amis, etc. Donc ça reste quelque chose de... Voilà, c'est pas... Enfin, personne n'a envie de se justifier sur ce genre de choses, et... Enfin, j'espère qu'on n'aura pas à aller jusque-là parce que voilà, c'est coûteux psychologiquement et financièrement et voilà. Parce que vous disiez que ça a été plutôt rapide pour que tu tombes enceinte.
parce on a souvent entendu des histoires où c'est un parcours du combattant, mais finalement, le parcours du combattant, il se reporte quand même après, parce qu'une fois que votre enfant est né, vous avez encore plein de choses à faire pour prouver que vous êtes une famille. C'est vrai que ça, on s'en rend pas compte, que nous, une fois que notre enfant est né, on l'a déclaré, y a personne qui vient nous dire c'est pas votre bébé ou on a un pouvoir sur vous. C'est vrai que ça doit être éreintant quand même. C'est ça. Et là, moi, donc au printemps, j'ai dit à Fred, écoute, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour le mariage, mais tant pis, on va trouver une solution parce que moi, je veux plus continuer comme ça. Là, s'il arrive quelque chose à Fred, Mila, légalement, c'est ses parents qui doivent s'en occuper. Et moi, j'ai aucun mot à dire. Aucun mot à dire sur tout ça. Et ça, il était hors de question, en fait, que ça continue plus longtemps. Et je voulais vraiment que, voilà, au plus vite, on puisse... on avait déjà perdu bien assez de temps comme ça. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que on a lancé les choses chez le notaire pour que dans les prochaines semaines, on mette en place vraiment les choses et pour que l'adoption soit prononcée le plus rapidement possible. Et est-ce que quand il y a autant d'injustice, on va dire, parce que c'est un droit qu'on t'enlève, est-ce que tu as la sensation qu'on t'enlève le fait de pouvoir être mère, ou est-ce que ça a décuplé ton sentiment de te dire si, je suis mère et je vais vous le prouver même si la loi dit le contraire pour l'instant? Ouais, je pense que ça décuple plutôt le truc et l'envie de le revendiquer et en tout cas, c'est par rapport aux craintes que je pouvais avoir d'avoir du mal à l'assumer, etc. Ça, c'est pas... à partir du moment où Mila était là, c'était une évidence pour moi que j'allais l'assumer et en toutes circonstances. Voilà, j'avais plus aucun doute sur le fait que j'étais sa deuxième maman et que c'était ma fille. Voilà. Fred, j'ai lu que tu disais que tu n'avais pas... alors, je mets dans le contexte, je vous ai découvert via Alison qui a créé la marque Tagine Banane, où elle avait raconté votre histoire que j'avais trouvée vraiment touchante et trop belle. Et du coup, j'ai lu que tu disais que à la base, tu voulais pas trop allaiter et que finalement, on est 18 mois plus tard, c'est ça, tu allaites toujours, et que ça a un peu peut-être modifié la dynamique dans votre parentalité. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que je trouve que c'est intéressant, parce que souvent on dit, oui, le papa, on le met à l'écart quand on allaite, mais en fait, c'est pas une question de genre finalement. Alors oui, je voulais pas allaiter depuis toujours. Moi, ça fait 30 ans que je dis, ah non, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, l'allaitement. Et puis, je suis quand même allée au cours sur l'allaitement avec ma sage-femme en disant, oh non, mais moi, je verrai, peut-être je la mettrai au sein en salle d'accouchement et puis on verra comment ça se déroule. Et puis voilà, 18 mois plus tard, je me suis dit, je vais tenir un peu jusqu'à la reprise du travail, puis jusqu'à 6 mois, jusqu'à 1 an, et on en est encore là. Et moi, ouais, après, Laurine pense que c'est l'allaitement qui fait la différence entre la relation que j'ai avec Mila et elle avec Mila. Donc, moi, je pense que c'est plus le temps qu'on passe ensemble. Parce que toi, tu as été en congé maternité, c'est ça? Moi, j'ai été en congé maternité. Après, Laurine a son entreprise, donc forcément, elle a des horaires de dingue. Quand moi, j'ai un 35 heures classique à l'hôpital où j'ai 3 jours de repos dans la semaine, donc j'ai beaucoup de temps avec Mila. Mais non, je pense pas que ce soit une question ni de genre, ni d'allaitement, c'est le temps que tu passes. C'est le temps. Moi, je pense que c'est le temps que je passe. Bon, Laurine va peut-être pas le dire. Hein. Vas-y, Laurine. Du coup, dans notre situation, effectivement, il y a les deux facteurs qui ont du coup renforcé le sentiment que j'ai pu avoir d'être un peu à l'écart ou d'être moins proche de Mila que Fred de Mila. Parce que effectivement, j'ai été quand même peu à la maison parce que j'ai ouvert mon magasin 2 mois avant la naissance de Mila, donc ça a été un peu vraiment... c'était conjointement que les choses se sont faites. En tout cas, j'ai vraiment demandé à Fred, je crois que c'était au bout de 10 jours 10-15 jours. 10-15 jours. Donc 10-15 jours de vie de Mila. J'ai tenu à ce qu'elle tire son lait pour que je puisse donner le biberon le soir à Mila, parce que c'était vraiment important pour moi de justement prendre part quand même d'une certaine manière au fait de la nourrir. Et donc Est-ce que ça, c'est un sentiment maternel? Est-ce que c'est... ça, je sais pas. En tout cas, du coup,
c'est ce qui s'est passé. Et c'est moi qui couche Mila tous les soirs et qui lui ai donné le biberon et qui lui donne encore parce qu'elle le prend. Elle le prend le soir. Donc c'était vraiment ça, une de mes demandes et que tu as accepté quand même facilement. Et Mila a aussi très bien vécu la chose. Enfin, elle n'a pas rejeté le biberon. Donc. Vous avez trouvé votre organisation en fait. C'était ça dont on parlait avant d'être parent. Qui fait quoi, comment. Pour toi, c'était important d'avoir le coucher et au moins la nourrir une fois. Ouais, carrément. C'était important que j'ai ce temps-là. Et ça a changé quelque chose? Ça m'a rapproché d'elle. En tout cas, c'est un moment qui est privilégié entre nous. Où, même des fois, Fred, elle vient dans la chambre. Souvent, je lui dis, mais laisse-nous toutes les deux. Enfin, c'est notre moment. Et Mila le sait très bien. Maintenant, le soir, tu lui dis, va dire au revoir à maman. Elle court vers moi, elle me fait un bisou et elle me prend Laurine par la main pour monter se coucher. C'est devenu un rituel qu'elle accepte, alors que des fois la nuit, elle se réveille en demandant à téter et elle repousse Laurine. Donc ça, c'est son moment. Voilà, jusqu'à avoir le sein et voilà, là, non, le coucher, elle sait qu'il n'y a pas de sein, il n'y a pas de. C'est le biberon et c'est avec toi. Ouais, ça, c'est pas simple au départ, j'imagine, pour toi, Laurine, d'imposer ou de demander ce dont toi tu as besoin. Enfin, je pense dans tous les couples, c'est dur ce genre de choses quand on vient juste d'accoucher, d'être fatigué, qu'il y a tous ces bouleversements. Ouais, c'est, je pense, une des seules choses où j'ai eu gain de cause, on va dire. Mais je suis contente et c'était la plus importante en tout cas pour moi et c'est vrai que j'ai pas lâché là-dessus pour que ça se fasse et je suis vraiment contente qu'on l'ait fait et c'était une manière de m'impliquer et de me sentir vraiment maman avec Mila donc c'était. Oui, c'était un moment où de toute façon c'était quasiment le seul moment que tu avais à la maison donc. Oui. Si tu la couchais pas, tu la voyais quasiment. Je la voyais quasiment pas aussi, ouais, c'est sûr. Et ça veut dire quoi pour chacune d'entre vous être mère? Parce que j'imagine on a tous une définition propre et à l'intérieur de votre couple, comment est-ce que vous vous définissez maman? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'image que j'avais avant. Je me disais non, mais moi, je me détacherais très facilement de mon enfant. Je le laisserais, c'est bien, l'autonomie, machin. Et puis aujourd'hui, je suis accro à elle. Et incapable de la laisser 24 heures à quelqu'un. Et là-dessus, elle m'a un peu menti d'ailleurs parce que pendant même jusqu'à ce que Mila naisse, elle me parlait toujours d'une de ses copines qui avait toujours réussi à laisser sa fille depuis ses premières semaines. Elle l'a laissée à droite à gauche. Elle me disait oui, elle part toujours sans ses enfants. Maintenant, c'est trop bien. Elle n'est pas esclave de ses enfants. Et, je disais pas esclave. Et donc moi, je me suis toujours imaginé qu'effectivement, quand Mila serait là, on pourrait encore faire des choses toutes les deux, partir en week-end en amoureuse, etc. Et en fait, pour l'instant, c'est toujours pas possible. Donc voilà, j'espère qu'un jour, ça arrivera. Moi, je me suis quand même, pour moi, là, être maman, c'est être avec elle et la materner au maximum. Et vous avez pas la même vision, c'est ça? Je crois que non, pour moi, là, ma vie de mère ou de femme, c'est avec Mila et toutes les trois. Et Laurine, je pense qu'elle aurait plus envie et besoin que de temps en temps, notre vie de femme à toutes les deux et d'épouse, donc se retrouve un peu sans Mila. Ouais. Oui. Mais alors que moi, voilà, maintenant, être maman, c'est être maman à 100% et pas la quitter et pas la laisser. Parce que toi, Laurine, en revanche, tu serais capable de partir un week-end, il n'y a pas de souci. Ça ne poserait pas le problème que ça pose à Fred. Alors, du coup, Fred est déjà parti plusieurs fois avec Mila, plusieurs jours. Donc, c'est toujours des moments... Mila me manque, j'ai envie de les voir, etc. Mais c'est quelque chose que je vis très, très sereinement et c'est OK pour moi. Enfin, surtout maintenant, à 1 an et demi, je pense que Mila est capable de passer 2 jours sans nous à ses côtés.
Mais voilà. On n'est pas là-dessus sur la même longueur d'onde. Tu disais tout à l'heure, Laurine, que avant que vous arriviez à tomber enceinte et qu'il y ait ce bébé qui arrive, tu avais peur aussi de tes grands-parents, du regard que ça aurait, notamment la famille. Est-ce que pour chacune de vous deux, l'arrivée de Mila, ça a finalement fait voler en éclats tous les préjugés que vous aviez par rapport à comment elle serait accueillie? Ça a rapproché? Ça a créé quoi comme relation dans la famille? Mes parents, notamment, ont été dès le départ red dingue de Mila, et je crois que ça continue encore maintenant. Et j'ai en fait été dès la naissance rassurée sur leur façon de se comporter ou leur attitude. J'étais un peu en questionnement de me dire, est-ce qu'ils vont être aussi proches d'elle que ils ont pu l'être des enfants de ma sœur? Est-ce qu'ils vont oser en parler? Est-ce que eux, ils vont assumer de dire auprès de leurs copains ou leurs connaissances, on a une nouvelle petite fille? Est-ce qu'ils vont la nommer comme ça? Est-ce que ça va être vraiment leur petite fille ou quoi? Et effectivement, à partir du moment, à la seconde où ils ont vu Mila et où j'ai vu leurs yeux en train de voir Mila, ça a volé en éclats, et j'ai été complètement rassurée sur comment ça allait se passer. Par rapport à mes grands-parents aussi, globalement, ça... Oui, toi, ça a tout volé en éclats. Ouais. Dans le bon sens. Moi, j'étais persuadée que ça irait très bien de mon côté, en tout cas. Oui, t'avais moins d'appréhension. J'avais moins d'appréhension, et ça n'a fait que confirmer. Et oui, ça m'a rapprochée avec ma famille, où il y a un lien supplémentaire, où ils veulent des nouvelles de Mila chaque jour. Si j'envoie pas de photos de 2 jours, je me fais rappeler à l'ordre. Elle a tout le monde est autour de cette petite fille. Ouais. À nos dépens, puisque maintenant ils ont. Tout à l'heure, tu disais que ça avait changé, Fred, ta façon de voir la famille, parce que tu disais que maintenant tu étais plus sûre de vouloir d'autres enfants. C'est dû à quoi? C'est parce que l'expérience était trop difficile émotionnellement? Qu'est-ce qui joue là-dedans? Alors, non, moi, si je m'écoute, je retombe enceinte tout de suite. J'ai vécu une super grossesse, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré cette période de nouveau-né de Mila. Je me régale au quotidien depuis 18 mois. C'est plus la façon, l'éducation, vouloir être vraiment avec elle, à faire des choses, à découvrir tout avec elle, lui être là à chacun de ses couchers, être présente à 100%. Et en fait, j'arrive pas encore à me dire que je peux diviser ça avec un autre enfant, que je peux être à 100% avec elle et avec un autre. Donc pour le moment, j'ai envie de me consacrer à elle vraiment. Et je me dis que elle me comble tellement qu'en fait, j'ai pas trop envie de lui imposer quelqu'un d'autre. J'ai pas envie, moi, de m'imposer quelqu'un d'autre, de m'imposer 2 rythmes de vie et donc de la délaisser peut-être ou peut-être pas, mais c'est d'être avec elle à 100%, alors qu'avant, je me disais, oui, c'est bien, moi, je veux plusieurs enfants, parce que de toute façon, ils seront indépendants et je partirai en week-end, c'est ça. Et je les laisserai à ses grands-parents. Aujourd'hui, j'ai pas envie de la laisser, et comme j'ai pas envie d'en avoir un deuxième pour surtout rien manquer avec elle, et être une mère poule. Je crois qu'on a une bonne définition de la mère fusionnelle avec les filles. Voilà. Et toi, Laurine, est-ce que d'avoir vu Fred enceinte et d'avoir ressenti ce bonheur d'être maman, ça t'a donné envie, toi, de ton côté? Ça dépend à quel moment je pense. Après, en l'ayant vu souffrir à l'accouchement, pas forcément. En même temps, quand je vois la relation qu'elle a avec Mila, et il y a certains moments où oui, ça me donne envie, mais si aujourd'hui on devait le refaire, je pense que c'est encore moi qui m'y collerais. Ouais. Tu serais pas prête pour l'instant à ce que ce soit toi qui porte? Non, et finalement, ouais, non, je suis pas encore prête, je crois. Voilà. Laurine, tu me disais tout à l'heure que tu as eu cette sensation de te sentir un peu entre deux, c'est-à-dire pas tout à fait la maman, mais pas non plus le papa. Comment est-ce que ça s'est traduit?
Oui, effectivement, j'avais ce sentiment-là d'avoir en fait la même distance que peut avoir un papa de son enfant et en même temps d'avoir les attentes un peu d'une maman avec l'impression d'avoir l'instinct maternel, d'avoir des choses vraiment très de proximité, vouloir qu'il y ait vraiment une interaction entre nous et c'était pas forcément le cas parce que cette relation-là, elle l'avait déjà avec Fred. Et du coup, j'étais vraiment, et je le suis encore de temps en temps, dans cette posture-là, entre deux, à me dire, bon, quelle est ma place je suis pas papa, je suis pas la maman qui l'a porté, mais voilà, qu'est-ce que je suis? Et j'ai des jours, j'ai la réponse et d'autres pas, voilà. Et quand tu dis que tu as la réponse, ça veut dire que ça se traduit comment? Eh ben, ça se traduit où j'ai plus de doute que sur le fait que je suis aussi parent de Mila. Alors je suis peut-être pas maman, finalement peut-être que Malo c'est une bonne définition de ce que je peux être, quelqu'un qui est là au quotidien, qui veille sur elle, qui la regarde grandir et qui reçoit son amour aussi, qui est peut-être effectivement pas le même que ce qu'elle peut donner à Fred, mais qui est quand même là et qui est vachement important et qui est chouette. Très fort. Et qui est très fort. Et il paraît que tu l'as marabouté pendant la grossesse. C'était moi, je reprends. Effectivement, en fait, il se trouve que Mila a les yeux bleus, aussi bleus que les miens. Et alors que donc c'est Fred qui l'a porté et que le donneur qu'on a eu avait exactement les mêmes caractéristiques physiques que Fred, donc à savoir yeux marrons, cheveux marrons et c'est tout ce qu'on sait du donneur. Mais ouais, j'avais vachement envie que Mila puisse me ressembler un petit peu. Ça te faisait peur aussi un peu? Il y a des fois où tu te demandais si t'allais pas être un peu à l'écart de nous deux en te disant ouais, savoir à quoi elle allait ressembler, c'est vrai que c'était en fait comme on a une partie inconnue puisque donc on ne sait rien du donneur à part, on n'a pas vu de photos ni enfant ni, voilà, on ne sait rien de lui à part qu'il avait donc les yeux marrons et les cheveux marrons. Des fois, c'est vrai que j'avais un peu peur que Mila soit pas belle, qu'elle ait pris tout du donneur et pas de Fred et que je sois un peu encore plus exclue du truc. Voilà, j'avais peur qu'elle ressemble trop à Fred aussi et en fait donc tous les jours quand j'ai su que Fred était enceinte, donc j'ai parlé dès le départ beaucoup à Mila et donc je lui disais que je voulais qu'elle ait les yeux bleus et qu'elle me ressemble et voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, les gens qui nous connaissent pas dans la rue, par exemple, tout le monde pense que c'est moi qui ai porté Mila parce que voilà, elle a mes yeux, elle a les cheveux bouclés comme moi et voilà. Donc je suis ravie de ce pied de nez de la génétique. Et moi, je suis un peu. Eh ben laisse-moi, tu me laisses un peu des choses quand même. Voilà. Oh mais c'est bien, je trouve que et des fois il faut se raccrocher à des choses qui rassurent et c'est vrai que la génétique ça en fait partie. Ouais. Donc ne pas avoir la main dessus et que finalement ça te revienne de manière positive, c'est plutôt cool. Ouais. Je crois que ça s'appelle l'épigénétique. Ouais, on avait oui, tu peux transformer. Et puis ouais, par rapport on sait aussi, on a lu un peu des choses là-dessus sur comment en fait en vivant avec les personnes, petit à petit on prend leur mimique, etc. Donc on se dit aussi que Mila va pouvoir me ressembler d'une autre façon, par rapport à des façons de dire les choses, des petites mimiques, tout ça. Donc c'est rassuré. Ouais, maintenant, en tout cas, moi, je suis rassurée par rapport à. Et en plus, elle est trop belle, donc donc voilà. Et je pense ça sincèrement que tout parent pendant la grossesse se dit quand même à un moment j'espère que et au final elle se dit mais c'est la plus belle personne que j'ai jamais vue de ma vie. C'est ça. En toute objectivité bien sûr. Exactement. En tant que parent c'est connu qu'on est très objectif dans ces cas-là. Les grands-parents disent pareil, donc c'est que c'est vrai. Oui, eux aussi. C'est que c'est vrai. Et j'ai une question vachement plus générale, mais parce que je pense qu'on s'en rend pas bien compte. Je sais que c'est un coût financier de faire un enfant et d'aller à l'étranger. C'était quelque chose que vous aviez anticipé avant, vous aviez pris la décision. Comment est-ce que vous avez géré cette partie-là ? On a
déjà regarder un peu en fonction. Il y a quand même du coup des grosses différences entre les différentes cliniques. En fait, chacune propose des prix qu'ils souhaitent. Donc ça, en tout cas, on en avait pris en compte aussi dans le choix de la clinique. Et on savait aussi que par rapport à nos finances, on pourrait pas faire 15 essais à la suite et qu'il faudrait qu'on attende un peu à chaque fois ou qu'on en fasse quelques-uns à des cycles régulièrement, mais qu'on serait obligé de faire des pauses en partie à cause des sous. Ouais. Ça, c'était... Un essai, c'est combien? Pour nous, en habitant donc tout près et donc en faisant l'aller-retour dans la journée, parce que souvent, il y a des couples qui ont tous les frais d'hôtel, les frais de transport, d'hôtel, etc. Pour nous, en gros, 1100 euros. Ouais. Tout compris, l'insémination, le trajet en voiture, le restaurant le midi, voilà. Après, auquel il faut rajouter pour certains, donc tout le prix des examens, des traitements. Nous, on a eu de la chance de tomber sur un gynéco qui nous a retranscrit chaque ordonnance. Donc voilà, on a été pris en charge par la sécurité sociale aussi pour ça. On a eu de la chance de tomber sur quelqu'un de bienveillant et qui nous a accompagnés et qui nous accompagne toujours. Mais c'est vrai que aussi nous, c'était pas, voilà, la partie financière, c'est pas révélé très oui, il y en a qui dépensent 20 000 euros pour avoir parce qu'ils font plein d'essais, parce qu'après ils passent à faire fécondation in vitro, une FIV et voilà, nous on sait qu'on est chanceuse et que ça s'est plutôt bien passé et financièrement du coup on a limité la casse. Tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait attendre maintenant qu'un juge statue pour que tu adoptes Mila. Ça voudrait dire qu'après, elle aura vos 2 noms de famille? Oui. On peut choisir soit le mien, soit celui de Laurine, soit les deux accolés dans un sens ou dans un autre. On a un papier à remplir sur lequel il faudra qu'on note le nom qu'on veut donner à Mila et donc qu'on veut donner à notre famille. Si prochain enfant il y a... il aura obligatoirement, le jour de l'adoption, le nom qu'on choisit aujourd'hui pour Mila. Ça, c'est une fierté, Laurine, de pouvoir te dire qu'elle pourra avoir ton nom? Ah oui, carrément. Et donc, Et son acte de naissance va changer aussi. Il va être complètement refait en disant qu'elle est née de moi et Laurine, alors qu'aujourd'hui, elle est juste née de moi. Ouais, donc ça, c'est important. Et on aura enfin un livret de famille avec nos 3 noms dessus, puisque pour l'instant... Fred en a un avec Mila et on en a un toutes les 2 depuis qu'on s'est mariés. Et donc après, à l'adoption, on n'en aura plus qu'un seul dans lequel figurera nos 3 prénoms. Nos 3 noms. Ça veut dire, dans le concret, Laurine, si tu voulais voyager avec Mila à l'étranger, tu pourrais pas sans l'autorisation de Fred? Ouais, c'est ça. Voyager, l'emmener à l'hôpital. Enfin, prendre des décisions, par exemple à l'hôpital. Même là, Mila est à la crèche. Si on tombe pas sur quelqu'un de bienveillant, etc., ils peuvent dire à Laurine, mais il nous faut l'autorisation de sa maman pour venir la chercher, tout ça. Pour venir la chercher, il faut que vous apparaissiez sur les noms. Mais je pense que les gens se disent même pas ça, en fait. Enfin, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le mariage pour tous, les gens se rendent pas compte que, enfin, tu vois, à la crèche, je suis pas sûre que la directrice, elle se dise, ah bah tiens, Mila est adoptée ou pas? Est-ce que Mila est adoptée ou pas? Est-ce que les deux, enfin, j'ai l'impression c'est rentré dans les mœurs pour les gens que. C'est une évidence pour les gens que, du coup, moi, en étant deuxième maman, j'ai des droits sur Mila, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que les gens se posent même plus la question. Non, c'est pas rare qu'on discute avec des gens et qu'ils nous disent, ah bon, mais depuis le mariage pour tous, c'est pas rentré dans l'ordre tout ça? Non, il faut encore. Alors dans un sens, tant mieux, parce que ça veut dire que les gens acceptent peut-être plus facilement et trouvent ça plus normal, mais en même temps, ça cache aussi qu'il y a encore des failles un parcours, Mais souvent, on nous dit, mais alors ce mariage, ça sert à rien, pourquoi ils ont fait ça? Enfin, oui, il permet juste à ce qu'on adopte, parce que finalement, sans le mariage, elle ne pourrait même pas adopter Mila. En fait, les gens pensent que c'est automatique une fois que vous êtes mariés. Et... Une fois qu'on est mariés, forcément, moi, je deviens représentante légale de Mila, mais pas pour l'instant. Oui. Et dans toute votre expérience, vous avez la sensation que vous avez fait... face à des gens très bienveillants la plupart du temps, ou quand même parfois vous avez senti le poids de l'homophobie et du problème que ça pose à certaines personnes que vous ayez fait un enfant? Alors non, je crois qu'on a vraiment toujours rencontré des gens
très bienveillants, enfin que ce soit même avant d'avoir Mila, juste par rapport à notre couple, et encore plus maintenant. Alors je sais pas si les gens sont hypocrites ou si on est entouré que de gens vraiment chouettes, mais j'espère que c'est la deuxième option. Voilà. Mais en tout cas, non. Par exemple, moi, avec le magasin, Fred était là, comme elle était en arrêt maladie, en fait, quand j'ai ouvert le magasin, en congé maternité. Elle était tout le temps là. Donc, en fait, mes clients, qui sont pour beaucoup des clients réguliers, ont suivi donc Fred enceinte, l'arrivée de Mila qui a passé énormément de temps au magasin. Donc, ça a été quelque chose dont on s'est jamais caché, et les clients ont toujours été voilà, hyper accueillant, bienveillant par rapport à ça. Mila, c'est devenu la mascotte du magasin, et voilà, tout le monde est red dingue de Mila. Enfin, on a vraiment dans notre entourage, que ce soit proche ou professionnel, même toi, à l'hôpital. Enfin, par exemple, quand il y a eu toutes les manifestations contre le mariage pour tous, moi qui avais été peu confrontée à des trucs d'homophobie, etc., j'avais l'impression de découvrir tout ça et de me dire, mais où sont ces gens qui sont contre le mariage pour tous, contre les familles homoparentales. Enfin, c'est des choses qui sont éloignées, en tout cas, de ce qu'on peut vivre au quotidien ici, et c'est tant mieux. Et à Mila, comment est-ce que vous lui parlez, lui racontez ? Comment vous la préparez ? Peut-être elle est peut-être jeune, hein, mais à ce que malheureusement les gens autour pourraient dire, ou à l'école ? On lui a, en tout cas, dès toute petite, depuis qu'elle est dans le ventre de Fred, on lui a raconté son histoire, comment elle était venue. La fête des pères, c'est l'occasion de lui redire que elle a pas de papa, qu'elle a deux mamans, et que effectivement il y a des gens peut-être qui peuvent trouver ça nul, mais on essaye en tout cas, on lui en parle vraiment de façon très très simple et très sereine depuis le départ. Et on lui lit des histoires, on essaye de... Ah, il y a des livres qui... Il y a quelques livres. Oui. C'est quoi ? Dites-nous comme ça, si jamais il y a des parents qui veulent... Il y a quoi ? Jean a deux mamans. Alors lui, on ne l'a pas encore. On a Camille veut une nouvelle famille, où c'est un petit hérisson qui rencontre plein de sortes de familles, un enfant adopté, un enfant avec deux papas. Ouais, plein de situations sur la famille. Un livre d'une campagne de financement participatif où j'avais participé avec... qui explique le processus de la PMA, du coup, avec des jeux sur le fait de donner une gamète, avec les origines, la conception, c'est ça plus sur la conception, sur le fait qu'il y a des gens qui donnent des jardiniers du cœur qui donnent leurs petites graines. C'est mignon. Voilà, ouais, pour des familles, et que peu importe s'il y a un papa, une maman, deux mamans, un papa, une maman, c'est toujours une famille, et que voilà, on est tous différents. Parce que c'est dur de devenir parent, donc de toute façon. Ouais, c'est dur, c'est fatigant, mais c'est à côté de ça la plus belle chose au monde. Enfin, moi, en tout cas, vraiment de découvrir à 33 ans une nouvelle forme d'amour, un truc où on se dit, ah ouais, ça c'est... Enfin, j'ai jamais aimé comme ça quelqu'un. C'est un amour inconditionnel où on sait que voilà, il partira jamais quoi qu'il se passe. C'était fou de réaliser ça et de sentir ce nouveau sentiment en moi. Et ça, je crois que c'est un truc que j'oublierai jamais. Et voilà. Et l'amour aussi que elle nous renvoie, et de plus en plus en grandissant, où maintenant c'est elle qui décide, elle vient dans nos bras, elle nous embrasse, elle nous fait des câlins, et de se dire waouh, tout ce qu'elle nous montre, et tout ce qu'elle c'est dingue qu'un si petit être puisse nous apporter autant, quoi. Eh ben, merci les filles, merci beaucoup, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une histoire comme ça, où ça me fait du bien aussi, même pour tout le monde, d'entendre que vous n'avez pas été confrontés à l'homophobie. C'est bien qu'on le dise aussi, que dans ce type d'histoire, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des belles histoires. Merci beaucoup. Merci à Fred et Laurine. Je suis très fière que vous puissiez découvrir leur histoire. J'ai été touchée à travers leur expérience de pouvoir comprendre que tout au long de leur parcours, elles n'ont pas fait face à de l'homophobie, et je trouve que c'est rassurant. On avance dans le bon sens, même si je sais, j'en suis consciente, et il reste encore beaucoup à faire. Mais je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre qu'en France, on traite à égalité normalement les couples homoparentaux.
La semaine prochaine, l'épisode parlera des familles recomposées. C'était un sujet qui m'a été demandé sur les réseaux sociaux. Ça va être un épisode intense. En attendant, partagez autour de vous ce podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute, à mettre 5 étoiles. Ça m'aide à me faire connaître, à ce que ce podcast prenne de l'ampleur. Et c'est le plus important pour que les femmes soient au courant de ce qui leur arrive et mettent un mot parfois sur leur expérience. Très bonne fin de week-end ou journée ou soirée, peu importe. Très bonne matinée aussi peut-être. En tout cas, profitez. À bientôt.